Bonjour, je m'appelle François Broy, je suis directeur de l'école et nous sommes très heureux avec Muriel Fréchel, qui est la directrice des études, de vous accueillir ici aujourd'hui. Puis pas seulement nous deux, l'ensemble des étudiants, des enseignants qui sont là aujourd'hui sont là pour vous, sont là pour répondre à vos questions. Toutes les questions que vous posez à la fois sur les études d'architecture et puis sur l'école de Paris-Belleville. Cette école de Paris-Belleville a été créée il y a 50 ans, en 1969, et elle est installée ici dans ses locaux depuis 2009. C'est une des 6 écoles d'Île-de-France et constitue un réseau avec 20 autres écoles nationales supérieures d'architecture sur l'ensemble du territoire. Alors, ce réseau d'écoles est placé sous l'autorité du ministère de la Culture, ce qui est un peu une singularité. On n'est pas intégré à l'université, on dépend pas du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, là qui est depuis quelques années une double tutelle entre ces deux ministères. Parce que pour des raisons historiques, en fait, c'est parce que l'architecture était enseignée dans les écoles des beaux-arts juste dans les années 70, et du coup, voilà, on est resté sous cette tutelle ministérielle. Il y a environ 20 000 étudiants dans l'école d'architecture. Alors, ce qui caractérise un peu notre évolution, c'est que l'école professionnelle que nous étions dans les années 70, justement, les écoles nationales supérieures d'architecture se sont transformées considérablement ces dernières années pour devenir des établissements de type universitaire, accueillant des équipes de recherche, développant des enseignements académiques indispensables à la formation des architectes, tels que l'histoire, la sociologie, la théorie de l'architecture ou l'économie. Et elle délivre des diplômes qui valent grade universitaire, jusqu'au doctorat, selon le même déroulement de cursus que l'ensemble des universités européennes. L'organisation des études a été réformée pour adopter le rythme commun à l'ensemble des universités européennes, licence, master, doctorat. Les cycles d'études répondent donc à ce schéma. Au bout de 3 ans, les étudiants obtiennent 2 ans après le diplôme d'état d'architecte qui confère le grade de master. Et pour ceux qui souhaitent continuer après le master, un doctorat en 3 ans qui permet de s'ouvrir sur les questions de recherche. Alors, cette harmonisation, elle a de grands avantages pour les étudiants, puisque du coup, il y a une équivalence possible, une qualification possible reconnue dans l'ensemble des universités françaises et des grandes écoles, mais aussi européennes. Et donc, ça permet une très grande souplesse de circulation pour les étudiants. La multiplication des doubles diplômes ou des formations conjointes avec des écoles d'ingénieurs, de design ou des masters spécialisés avec les universités a permis d'adapter l'offre de formation à une réalité multiple. L'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville est associée à la communauté d'universités et d'établissements Université Paris-Est, qui regroupe l'Université de Créteil, l'Université Gustave Eiffel, qui est une université très récente qui a repris un certain nombre d'établissements, et l'Université de Marne-la-Vallée, l'École d'architecture de Paris-Est, Marne-la-Vallée, qui est donc aussi dans ce regroupement universitaire, et puis un certain nombre de grandes écoles d'ingénieurs, dont notamment l'École nationale des ponts et chaussées. L'école est également liée au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, et à l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle, ce qui permet à nos étudiants de suivre, s'ils le souhaitent, un double cursus d'architecte et d'ingénieur ou d'architecte et de designer. L'école de Paris-Belleville a particulièrement développé les enseignants de spécialisation. Elle est même sans doute parmi l'ensemble des écoles d'architecture françaises, celle qui a la plus grande offre d'enseignements spécialisés, notamment avec 4 diplômes de spécialisation post-master, qui sont les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture, DSA, qui sont proposés et qui sont un diplôme d'architecture, enfin une formation d'architecture et projet urbain, donc qui est plutôt sur les questions sur l'urbanisme, un diplôme d'architecture et patrimoine, donc qui traite des questions d'intervention sur l'existant et la réhabilitation de bâtis anciens. Un diplôme architecture et maîtrise d'ouvrage qui est plus récent, qu'on a noté il y a quelques années, et qui s'intéresse à la question de la maîtrise d'ouvrage et à tout l'écosystème de la construction, des acteurs de la construction. Ensuite, un 4e diplôme DSA qui s'appelle Architecture et risques majeurs et qui s'intéresse aux aléas affectant l'acte de construire ou d'aménager, par exemple les inondations, les séismes, mais aussi les risques dus à l'activité humaine, les questions de l'architecture de l'urgence, ce type de questions.
Enfin, en dehors de ces 4 DSA, nous avons monté, là encore il y a très peu de temps, il y a 2 ans, une formation spécialisée sur la scénographie, qui s'appelle l'architecture et la scénographie, avec un S. Nous avons monté avec l'école Camando, qui est une école réputée de l'architecture d'intérieur et du design, et qui rencontre un très grand succès. Donc, toutes ces formations sont accessibles après le master. Alors, même si les écoles d'architecture ont aujourd'hui un caractère universitaire plus marqué, elles dispensent tout de même des formations professionnalisantes. La première mission, c'est de former à une profession réglementée. On appelle profession réglementée une profession qui ne peut s'exercer que si on a un certain diplôme. Hein. C'est le cas du diplôme d'architecte et de la profession d'architecte. Vous ne pouvez pas juste décider que vous êtes architecte et mettre de plaque. Il faut que vous ayez un diplôme que l'État ait reconnu cette qualification. Donc, c'est ce qu'on appelle une profession réglementée. Et c'est ce que nos écoles font. D'abord, leur première mission, c'est de former des architectes, même si aujourd'hui, le métier d'architecte, c'est aussi beaucoup diversifié. Hein. Il y a beaucoup de façons de faire de l'architecture. Alors, cette double nature académique et professionnelle des ENSA sont, de mon point de vue, une vraie force pour nous, une vraie richesse de nos formations. Nous devons constamment tenir les 2 objectifs qui peuvent apparaître opposés. D'une part, former des architectes cultivés, critiques, capables de s'adapter et d'affronter une réalité complexe, mais aussi des architectes aptes à s'insérer dans un environnement professionnel changeant et particulièrement compétitif. Alors, les étudiants ont l'opportunité de se confronter avec cette réalité professionnelle, d'une part par des travaux pédagogiques sur le terrain qui se sont beaucoup développés, ensuite par des stages de pratique divers que nous proposons, et enfin par des mises en situation professionnelle. Nous cherchons en effet à favoriser les allers-retours entre pratique professionnelle et formation, grâce notamment à des dispositifs de césure, c'est-à-dire la possibilité pour l'étudiant de faire une parenthèse dans ses études, dans son cursus, pour justement acquérir une expérience professionnelle ou un projet propre, un projet individuel. Donc, année de césure de semestre ou de semestre, ou expérience professionnelle en France ou à l'étranger au cours de cursus. Alors, l'école de je l'ai dit, un diplôme qui certifie la qualification d'architecte, c'est le diplôme d'état d'architecte au bout de 5 ans, donc c'est un master. Elle assure également la formation qui mène à l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre. C'est un titre un peu barbare, l'HMONP. Et cette formation est accessible aux titulaires du diplôme d'état d'architecte et elle permet de s'inscrire à l'ordre des architectes, et elle est indispensable même pour cela, pour exercer en nom propre la profession d'architecte. C'est-à-dire que vous pouvez être, avec le diplôme d'état d'architecte, salarié dans une agence, mais vous ne pouvez pas signer le permis de construire et être vous-même patron de votre propre agence. Alors, l'école de Paris-Belleville dispense une formation exigeante, solide et particulièrement reconnue. Cette formation, elle repose sur un certain nombre de principes fondateurs qui constituent notre projet pédagogique et dont je voudrais vous dire quelques mots. Premièrement, c'est un enseignement pluridisciplinaire qui articule savoir-faire et savoir, théorie et pratique, formation au projet architectural et urbain et formation à d'autres disciplines. Ensuite, un socle commun constitué d'enseignements fondamentaux, comprenant notamment la maîtrise des moyens de représentation de l'espace, du dessin à la main aux outils informatiques. Et notre école est particulièrement attachée à cet enseignement sur du dessin. Vous verrez tout à l'heure en visitant l'école et en visitant l'atelier d'art plastique que le niveau atteint par nos étudiants est particulièrement élevé. Et bien sûr, nous enseignons aussi les outils informatiques de représentation. Ensuite, la théorie, l'histoire de l'architecture, la construction et les sciences humaines et sociales. Enfin, un point important qui n'est pas propre à Belleville, mais dont je dois parler plus précisément, c'est la primauté qui est donnée au projet architectural et urbain enseigné dans les studios, où l'étudiant est amené à concevoir des projets d'édifices, d'équipements publics, de logements, depuis l'échelle du logis jusqu'à l'échelle de la ville et des territoires. L'enseignement du projet occupe 50% de l'emploi du temps des étudiants tout le long du cursus. C'est un mode pédagogique qui développe l'initiative, les capacités de résolution des problèmes posés par la commande, mais aussi la capacité de travailler en équipe. Cet enseignement s'articule autour de deux axes majeurs pour notre projet. D'une part, les conditions du projet, et d'autre part, l'édification du projet. Lorsque nous parlons de conditions de projet,
On va dire que bien au-delà du contexte urbain et paysager dans lequel s'insère un projet architectural, il doit tenir compte de l'environnement économique, social, politique, écologique, qui lui permettra d'aboutir de la façon la plus juste et la plus pertinente. Le second axe, l'édification du projet, met lui l'accent sur les questions liées à la mise en œuvre, la matérialité, l'expérimentation, les modes constructifs en lien avec l'analyse des ressources. Enfin, quatrième point qui caractérise notre projet pédagogique, c'est notre capacité à nous ouvrir sur le monde, notre ouverture au monde. Je pense que c'est un des points forts et un des axes stratégiques de notre école. Nous recevons à peu près 20% d'étudiants étrangers au cours du cursus, je dirais, normal, ordinaire. Et puis, nous avons beaucoup développé une politique de mobilité. C'est-à-dire que nous avons près de 80 accords avec des universités et des écoles d'architecture dans toutes les parties du monde. Et plus de 70% de nos étudiants passent un semestre, voire 2 semestres à l'étranger au cours du cursus, soit en licence 3, soit en master 1. En dehors de cette mobilité, l'école a développé des coopérations pédagogiques avec des établissements étrangers, notamment en Asie, mais aussi en Amérique latine, et elle participe à un parcours européen master avec l'école d'urbanisme de Paris et plusieurs universités européennes, et à un doctorat européen qui associe les universités de Delft, Madrid et Venise. Pour conclure cette petite introduction, je voudrais mettre en exergue l'importance du rôle de l'architecte dans nos sociétés, et particulièrement aujourd'hui, dans ces temps incertains que nous traversons. Il nous faut former des architectes capables de répondre aux redoutables questions que nous posent les mutations en cours de notre environnement économique et professionnel, et en premier lieu, bien sûr, du défi majeur que constitue le réchauffement climatique et la transition écologique. Fin de l'artificialisation des sols, réemploi de matériaux, usage de matériaux décarbonés et biosourcés, intervention sur l'existant privilégié, la conception et l'aménagement de nos villes et de nos territoires doit être totalement repensé à l'aune des nouveaux impératifs écologiques. De la capacité que nous aurons à affronter ces défis dépend la qualité de nos logements, de nos espaces de travail et de loisirs, des équipements et des espaces publics, de nos villes, de nos territoires et paysages, et de notre capacité en vrai mieux que vivable, vivant et désirable. Les enjeux sont donc considérables, les architectes sont en première ligne pour y faire face. Voilà cette petite introduction que je voulais faire devant vous ce matin sur l'école et sur les études d'architecture. Nous allons bien sûr, avec Noël Fréchette, répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je voudrais donc vous rappeler que les personnels et les enseignants qui sont ici, comme les étudiants d'ailleurs, sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Il y a une petite équipe d'étudiants qui va vous guider dans la visite de l'école. N'hésitez pas à le faire parce que c'est extrêmement intéressant. Intéressant. Un mot peut-être sur le test d'entrée, parce que je sais qu'on a beaucoup de questions sur ce sujet. Alors, je voulais vous dire que contrairement à une idée reçue, les études d'architecture ne sont pas réservées aux seuls scientifiques, et que nous, d'ailleurs, nous nous attachons au moment de la sélection à retenir des étudiants de parcours assez divers. Ce que nous souhaitons, ce que nous recherchons, sont des étudiants curieux et ouverts sur le monde. Et si vous êtes motivé par les études d'architecture, n'hésitez pas à passer le test. Les profils les plus divers, encore une fois, nous intéressent. Alors, depuis plusieurs années, le ministère de la Culture, donc notre tutelle, a imposé aux écoles des modalités de sélection semblables, même si toutes les écoles ne font pas exactement pareil. En revanche, nous sommes tous à la fois passer par le dossier scolaire sur Parcoursup et la question et l'entretien de sélection. Alors, en ce qui nous concerne, mais Muriel Fréchette va en reparler plus précisément, donc en ce qui nous concerne, nous examinons l'ensemble du dossier scolaire, à la fois les notes de première et celles de terminale. Il y a un enseignant qui regarde précisément le dossier scolaire, on ne fait pas de moyenne abstraite de telle ou telle matière, on regarde vraiment les choses pour justement essayer de saisir un peu le profil de l'étudiant. Voilà, alors les entretiens auront lieu cette année le samedi 14 mai, je pense que vous avez peut-être déjà noté cette date, et je vais laisser maintenant la parole à Muriel Fréchette qui va être plus précise que moi sur ces questions. Oui, bonjour à tous.
Je vais compléter en vous parlant un peu du processus de recrutement. Tout d'abord, peut-être vous rappeler le calendrier de Parcoursup que vous avez déjà à peu près tous en tête. Donc, en ce moment, vous êtes en train de saisir vos vœux sur Parcoursup. Donc, vous avez jusqu'au 29 mars pour saisir vos vœux. Donc, si vous voulez intégrer une école d'architecture, c'est le moment de le mentionner dans Parcoursup. Au-delà du 29 mars, vous ne pourrez plus saisir de nouveaux vœux. Entre le 29 mars et le 7 avril, vous compléterez votre dossier, notamment en rédigeant votre parcours de formation motivée, qui est en réalité votre lettre de motivation, chacun de vos vœux, vous compléterez ce dossier en renseignant vos centres d'intérêt et en réglant les frais de dossier qui sont demandés. Donc, le dossier doit être complet pour le 7 avril. Ensuite, donc nous allons étudier les candidatures. Les candidats qui sont retenus pour venir passer l'oral à notre école le 14 mai recevront un mail de Parcoursup entre le 4 et le 10 mai. Seuls les candidats retenus reçoivent un mail de la part de Parcoursup. Ensuite, donc, l'entretien se déroulera le 14 mai à distance via Zoom. Nous avons choisi de poursuivre ces entretiens à distance. Nous les avions fait l'année dernière par obligation et ça s'est extrêmement bien passé. Ça permet aux étudiants, aux candidats de rester chez eux, des frais de transport, de pouvoir passer plusieurs entretiens dans la même journée. Donc le 14 mai, l'entretien à distance, ils seront classés, recevront leurs résultats via Parcoursup entre le 2 juin et le 15 juillet. À partir du 2 juin, sur Parcoursup, vous verrez les réponses des différents vœux que vous avez formulés. Alors, comment se passe le processus de sélection? François Bois vous en a déjà un peu parlé. Ça se passe en 2 étapes. La première étape sur le dossier scolaire. Donc, nous commençons par calculer une moyenne de l'ensemble des notes qui sont dans notre disposition sur Parcoursup, c'est-à-dire les moyennes de l'ensemble des disciplines de chaque semestre et les notes des épreuves anticipées. Nous prenons l'ensemble de ces notes et sans coefficient et nous calculons une moyenne. Cette moyenne va servir 2 fois dans le processus de recrutement. Une première fois pour admettre à l'épreuve suivante les 300 meilleures moyennes, donc les 300 candidats qui ont la meilleure moyenne iront directement à l'épreuve aux entretiens. Et les autres dossiers seront examinés par nos enseignants, je veux dire manuellement, et nos enseignants regarderont donc l'ensemble des éléments à leur disposition, à la fois les notes, à la fois la progression des candidats dans les différentes moyennes, leur positionnement au sein de la classe, les appréciations avec évidemment une attention particulière à la motivation, au dynamisme, et la lettre de motivation qui s'appelle donc le parcours de formation motivé sur Parcoursup. Là, donc, nos enseignants examinent les dossiers, mettent une note à ce dossier et nous retenons entre 500 et 600 candidats en plus pour venir passer l'entretien d'admission. Donc, les 300 sélectionnés sur la moyenne automatiquement, plus 5 à 600 sélectionnés donc, sur leur dossier scolaire. Donc, le 14 mai, nous aurons entre 800 et 900 candidats qui passeront cet entretien d'admission. L'entretien, comment ça se passe? Donc, c'est un entretien qui dure 10 minutes. On vous propose 2 images.
vous en choisissez une sur les deux. On vous laisse réfléchir quelques minutes à ce que vous allez pouvoir dire sur cette image. C'est en fait pour annoncer la discussion. Et ensuite, avec un binôme d'enseignants, la discussion s'engage sur vos centres d'intérêt, vos motivations, comme vous pouvez faire de l'architecture. À l'issue des entretiens, nous avons placé sur Parcoursup 400 candidats. Pour ce classement, uniquement de la note que vous avez mis à l'entretien. On oublie le dossier scolaire, puisque vous avez déjà été sélectionné sur le dossier scolaire. On prend la note donc, de l'entretien et on départage les ex-aequo avec la note de la moyenne qui a été calculée tout à fait au début du processus. Voilà, nous classons donc les 400 candidats sur Parcoursup. 130, il y a 130 places sur Parcoursup pour intégrer notre première année. Et bien sûr, tous les candidats, le premier candidat peut avoir demandé notre école ou une autre formation en premier vœu, et donc on peut le faire. On descend en général jusqu'au 250e, entre le 250e et le 300e. Voilà pour le processus d'admission. Nous prenons également, nous avons aussi un processus d'admission parallèle pour les étudiants qui ont fait des études en lien avec l'architecture, des BTS, des DUT, des écoles d'ingénieurs, des paysagistes, et ils peuvent intégrer le cursus en cours de route. Ça, c'est un processus différent qui ne se fait pas sur Parcoursup, mais sur dossier. Et il y a tout un dossier à renseigner qui est à télécharger sur le site de l'école. Nous prenons également des candidats en transfert, d'autres études d'architecture. Et le transfert se fait entre école d'architecture entre la licence et le master, donc entre la 3e année et la 4e année. Donc voilà ce que je pouvais vous dire peut-être sur le processus de recrutement. Maintenant, on va répondre à toutes vos questions. Je suis sûre que vous en avez beaucoup à nous poser. Oui. D'ailleurs, merci pour votre assez clair. Et regardez les 300 meilleurs moyens. Mais est-ce que vous regardez quand même les parcours scolaires dans cette association, vous la regardez quand même, ou est-ce que vous désirez que ce soit une... Alors, ça devait être clair, mais pas assez. Parce que, donc, on prend les 300 meilleures moyennes, et en plus, on prend entre 400 et 500 candidats qui ont été retenus sur leur dossier. On a 900 candidats environ qui viennent passer les entretiens. 300 uniquement sur la moyenne, cela on les prend automatiquement. Et ensuite, on regarde l'ensemble des autres dossiers. Vous voyez, on a 3000 à peu près dossiers, donc ça fait les 2700 autres. Les enseignants regardent manuellement les 2700 autres dossiers, et là, ils regardent l'ensemble du dossier. Donc, la lettre de motivation, les centres d'intérêt, vos progressions, etc. Et là, sur ces 2700, on en retient 500 à 600 pour venir passer l'entretien dans notre école. Oui. C'est un petit peu dans le même... Alors, je reformule la question parce qu'on est aussi retransmis en direct sur la chaîne YouTube de l'école pour les personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui à l'école d'architecture de Paris-Ville.
Donc, c'est savoir si on tient compte, en fait, du niveau du lycée. Alors, au niveau du lycée, on n'en tient pas compte parce qu'on ne connaît pas, à part les grands lycées parisiens, on ne connaît pas l'ensemble des lycées de région. Par contre, ce qu'on regarde, c'est le positionnement des étudiants dans la classe. Donc, parce que dans un même lycée, il y a aussi des enseignants plus sévères que d'autres. Et donc, on voit, en regardant le positionnement de l'étudiant dans sa classe, comment il se situe dans chacune des disciplines. On voit si la moyenne la plus haute, puisqu'on a cet élément, est 12 et qu'il a 11, on sait que c'est un bon élément. Voilà, donc on regarde l'ensemble du dossier et le positionnement dans la classe et par rapport aux moyennes les plus hautes et les plus basses. Donc, on ne connaît pas l'ensemble des lycées, mais en tout cas, on tient compte des notations des enseignants et des établissements. Oui. Moi, j'ai une question pour les élèves de la situation de handicap. Ils sont en intégration scolaire, dans des lycées classiques, mais ce n'est pas écrit sur leur bulletin scolaire qui sont en situation de handicap. Et donc, dans certaines matières, ils sont pénalisés liés à leur difficulté. Comment vous regardez tous ces dossiers-là? Alors là, c'est un choix du candidat de le mentionner quelque part dans le dossier, soit dans la lettre, soit dans, si ce n'est pas mentionné dans le bulletin scolaire, ça peut être mentionné dans les, vous avez toute une partie sur Parcoursup en dehors des centres d'intérêt qui est beaucoup plus libre. Soit vous faites le choix de le mentionner, ou dans la lettre de motivation, soit si vous ne le mentionnez pas, nous, on ne peut pas le savoir. Après, au-delà de ça, dans l'école, nous avons des étudiants en situation de handicap qui bénéficient de tiers-temps, d'aménagements particuliers. Donc ça, une fois qu'ils arrivent à l'école, ils nous en font part et on les accompagne. Comme la première sélection et la moyenne. Oui, ça, je pense qu'il n'y a pas de solution. Soit il faut le mentionner en nous expliquant les difficultés. Si on ne le sait pas, on ne peut pas le deviner. Oui. Madame ? Donc la question est sur le double connectivité, comme elle dit. Oui. Donc, à Paris-Belleville, pour intégrer donc, le partenariat avec le CNAM, ça ne se fait pas sur Parcoursup. Quand vous intégrez à la première année, donc, vous pouvez venir étudier à l'école de Paris-Belleville, vous choisissez librement de participer à ce double cursus ou pas. Il n'y a pas de sélection pour intégrer le partenariat avec le CNAM. Oui. Donc la question porte sur les matières d'excellence dans la sélection en examen. Oui, donc un étudiant qui a une note particulièrement élevée dans une discipline, l'histoire géo, la philosophie, on en tient compte, c'est-à-dire que c'est un plus. Donc, cet étudiant a une appétence particulière pour cette matière et du coup, c'est un plus. Pardon? Il n'y a pas de matière particulière. Mais bon, par là, on entend que ça montre qu'un étudiant, même s'il a une moyenne, il a aussi des capacités de s'intéresser, de s'impliquer dans la matière. Oui. En première année, quelle est la répartition par type de bac? Alors, la question est sur la répartition des bacs que nous acceptons en première année. Alors, d'abord, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous, on n'a pas de prépa. C'est-à-dire, on ne dit pas il faut 60% de telle option de tel bac, 30% de telle autre. Donc, en fait, la répartition, elle est assez aléatoire puisqu'elle se fait intégralement sur le dossier scolaire, puis sur l'entretien, sans distinction d'origine, de bac ou d'option. Mais ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que majoritairement, depuis la réforme du bac, il y a une multitude d'options, mais autrefois, on avait une majorité de bac S qui postulait à l'école, le bac scientifique,
Et donc, proportionnellement, on avait environ 50% de bac S dans nos candidatures, et on retrouvait dans les étudiants inscrits en première année 50% de bac S. Mais en fait, c'était juste le reflet du nombre d'inscrits, du nombre de candidats qui était largement majoritaire. Voilà. On a également des bacs ES. Dans la première conférence qu'on a faite tout à l'heure, on disait qu'il y en avait beaucoup de bacs ES. Les deux étudiants qui sont là ont d'ailleurs fait des bacs ES. On a des bacs L, juste un des bémol. bacs STI 2D, des bacs pro. Voilà, on ne met pas, il n'y a pas de quota en fonction de l'origine du bac. Donc c'est un peu aléatoire. Mais en majorité, on a toujours plus de scientifiques. Mais à titre d'exemple, sur l'année dernière, par exemple, est-ce que vous avez en tête la répartition? Pas sur les options. Sur les bacs, je peux vous dire qu'on a 50% de bacs. Les anciens bacs. Pas sur les options. Il y en a trop maintenant. Oui. Bonjour. Vous avez dit que avant les entretiens, on mettait un petit peu à la table les choses. Est-ce que les examinateurs, néanmoins, ont accès au dossier? Ou pas du tout? Est-ce que ça fait vraiment en avance? Non, ils n'ont pas de dossier. Mais vraiment, c'est un cas vraiment très particulier et ça peut arriver à plein de gens. Particulièrement, c'est les femmes de prendre des choses comme moi. J'ai pas de notes. Et comment on fait s'il n'y a pas de notes dans le monde des cursus? Mais parce que c'est pas moi qui fais ça. oui, alors déjà, la SVT, c'est ça que vous avez dit. Là, la philosophie, pour nos études, je ne dis pas que la biologie ou les SVT est importante, mais en tout cas pour les études d'architecture, c'est vrai que la philosophie, on se dirait davantage. En fait, on comprend, hein, c'est clairement marqué, si vous n'avez pas de notes et que dans les avoirs, on comprend qu'il y a un problème et qu'il n'y a pas eu d'enseignant. Donc, la note de philosophie ne rentre pas dans le calcul de la moyenne au départ, mais ensuite, on se base sur les autres notes. Alors, la note, elle est sur 1. Et ensuite, les critères d'évaluation, vous les avez tous sur Parcoursup. Là, il y a l'ouverture sur le monde, la qualité de l'expression, la curiosité, les centres d'intérêt, la motivation. Voilà. Et vous pouvez les retrouver, tout est indiqué sur Parcoursup. Là, je vous en ai énuméré un certain nombre. C'est sur ces critères-là. Les enseignants ont eu une grille d'évaluation, la motivation, l'expression orale, les centres d'intérêt. Voilà. Oui? J'ai une question concernant les options. Est-ce qu'un élève qui va multiplier des options au lycée sera mis en avant par rapport à un élève qui n'en a pas? Ça va dépendre, je vais dire, de ses résultats. En fait, on ne cherche pas à ce qu'il multiplie les options, mais on cherche des candidats qui savent où ils vont et donc qui choisissent des options par goût et qui réussissent dans ces options-là. Donc, rien ne sert de multiplier les options si on a des difficultés dans telle ou telle autre matière. Après, si on est excellent dans tout et qu'on a plusieurs options, c'est un atout également. Mais, oui, il y avait le petit bémol que quand on examine les dossiers scolaires, le fait que les étudiants, les élèves aient plein d'options, ça peut aussi plutôt dans un sens favorable, il me semble, quand on examine un dossier. Ça montre que voilà, qu'il y a beaucoup d'intérêt pour plusieurs choses et diverses.
Alors, bon, vous allez avoir des étudiants, notamment de première année et d'autres années, qui vont vous en parler également. Vous pouvez leur poser la question. Donc, chez nous, la charrette à Paris-Belleville, ça fait longtemps On l'a cassée. qu'on l'a cassée. On a cassé la charrette. L'école ferme à 22 heures. Donc, on ne fait plus de nuit, comme ça se faisait dans les écoles d'architecture. On a revu l'emploi de temps de première année pour éviter la surcharge de travail dans le week-end. Et cette année, on a fait un bilan avec les délégués de première année très récemment et on n'a eu aucun retour sur une charge excessive. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de travail en première année, ça serait pour vous. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Mais l'emploi de temps, alors vous avez, en fait, j'ai commencé par le vendredi matin, on vous donne un sujet, un exercice d'architecture. L'après-midi, vous avez d'autres cours, donc l'emploi de temps peut varier. Pendant le week-end, vous y réfléchissez un petit peu à ce sujet, et après, le lundi, vous êtes en atelier toute la journée, et vous préparez cet exercice. Vous avez une journée complète, vous travaillez sur cet exercice. Le mardi matin, vous êtes avec les enseignants qui vous donnent des conseils que vous produisez, toute l'équipe d'enseignants, et qui vous orientent, qui vous corrigent. Et le mardi soir, vous rendez cet exercice. Ensuite, sur le reste de la semaine, vous avez les autres cours, géométrie, histoire, sociologie, informatique, art plastique. Et le vendredi matin, on vous corrige en amphithéâtre l'exercice que vous avez rendu le mardi soir et on vous redonne un autre exercice. Alors la différence donc, avec les autres premières années, c'est qu'avant, les enseignants étaient présents le lundi. Ce qui faisait que les étudiants travaillaient le week-end davantage et donc on a remis, on a changé la façon de faire et maintenant c'est le lundi que vous travaillez en atelier et le mardi qu'on vous corrige et du coup il n'y a plus cette pression du week-end. Même le week-end, on vous recommande de sortir. Alors quand je dis de sortir, c'est d'aller voir les expos, d'aller au cinéma, voilà. Ah, c'est vrai qu'on est un peu dans des injonctions contradictoires parce qu'on demande aux étudiants de faire des expos, tout le temps, avec du temps extrêmement chargé, de pouvoir justement se nourrir eux-mêmes de choses extérieures. On a pas mal travaillé quand même depuis quelques temps avec les étudiants sur ce sujet, sur la question des rythmes, sur la question de l'emploi du temps, pour essayer de faire en sorte qu'effectivement, il n'y ait pas ce sentiment d'être complètement voilà, pressuré, quoi, et de n'avoir le temps de rien à faire pour eux-mêmes. Et donc, on a un certain nombre de pistes, et notamment travaillé sur les temps d'évaluation avec davantage de contrôle continu, sur plus de mutualisation et d'échange entre les matières qui font que les choses peuvent se faire plus facilement, plus aisément. Après, c'est une question qui nous préoccupe quand même. Hein. Alors, cela étant, vous savez, je ne pense pas que ce soit très particulier au métier d'architecture, il y a des études exigeantes et qui demandent beaucoup de travail. Alors, je ne sais pas si vous demandez à un étudiant en médecine, même en droit ou en sciences aussi. Voilà, parce que je pense que la charrette, c'est une expression qui est typiquement du monde de l'architecture, mais je pense qu'elle existe globalement dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que si vous avez des échéances, forcément, on travaille beaucoup. Et encore une fois, en j'ai fait, vous l'avez perçu, ça demande d'avoir beaucoup de connaissances, des connaissances assez diverses, des capacités assez diverses aussi, à la fois en termes pratiques, en termes théoriques. Et du coup, voilà, c'est vraiment beaucoup de travail pour une profession qui, je pense, est une profession absolument passionnante et qui demande un certain nombre de qualifications, d'expertise. Oui, c'est sur Parcoursup que vous le renseignez. Pour chacune. Donc, si vous demandez plusieurs écoles d'architecture, vous devrez faire cette lettre autant de fois que de vœux. Alors,
nous déjà, on propose des modalités particulières sur le fait à distance. Donc, du coup, on peut le faire de partout. Et l'autre chose, c'est que, je ne sais pas si votre école vous en parler, mais enfin, chez nous en tout cas, vous choisissez votre créneau d'entretien. Une fois que vous recevez le mail disant que vous êtes sélectionné pour passer des entretiens, immédiatement, vous choisissez votre créneau d'entretien. Et donc, vous avez, si vous prenez très tôt, l'heure à laquelle vous voulez passer, hein, parce qu'on a, vous imaginez bien, beaucoup de jurys, hein, plus d'une trentaine de jurys, donc beaucoup de créneaux horaires à vous proposer. C'est vous qui choisissez l'heure de passage. Oui. Alors, la question porte sur le cursus architecte-ingénieur. Il n'y a pas de remise à niveau en début de cursus, mais à la fois, vous suivez, donc si vous choisissez de commencer ce parcours avec le Conservatoire national des arts et métiers, vous choisissez de faire une, 2 ULE par semestre, et les premières, donc, ce sont des unités d'enseignement évidemment qui sont progressives, et les premières sont évidemment une remise en niveau proposée de ces unités d'enseignement proposées par le CNAM. Donc c'est un parcours qui est souple, c'est-à-dire qu'une année, vous pouvez sur le semestre, vous choisissez de faire 2 unités d'enseignement avec le CNAM. Si ça vous semble trop long, le semestre suivant, vous en faites qu'une. Vous avez la possibilité de l'interrompre pour pouvoir partir en mobilité. En revanche, vu que c'est très souple, vous devez poursuivre au-delà de votre diplôme d'architecte pour pouvoir obtenir le diplôme d'ingénieur si vous le souhaitez. Entre les deux, vous avez le CNAM délivre aux étudiants qui suivent ce double parcours et qui obtiennent le diplôme d'études en architecture, qui est le diplôme de licence, et que vous ayez suivi les 6 UE en licence, les 6 UE du CNAM, alors vous pouvez obtenir la licence en génie civil du CNAM. Mais ce partenariat avec le CNAM n'est pas uniquement fait pour obtenir un diplôme au CNAM, c'est aussi un partenariat qui permet à des étudiants qui le souhaitent, n'importe lesquels, inscrits à l'école, de compléter leur formation dans les domaines de la formation. De construction. De la construction. Le double cursus avec l'ANSSI. Oui, alors le double cursus avec l'ANSSI, donc École nationale supérieure de l'éducation industrielle. Comme vous le savez, l'école l'ANSSI est une école avec un petit effectif. Il y a 35 étudiants qui rentrent en première année. Donc, nous avons 3 places pour le double cursus. Et le double cursus, pour le coup, contrairement au CNAM, il est sélectif. Vous pouvez passer en fait le processus de sélection pour intégrer ce double cursus en première année et en deuxième année. Et vous intégrez le double cursus en troisième année d'architecture. Et alors là, c'est un parcours qui est vraiment très construit, très formaté, et c'est donc ouvert à environ 3 étudiants par année de l'école, pour obtenir 2 diplômes prestigieux. Non, en fait, c'est des choses totalement différentes. Donc, quand vous terminez le master, que vous êtes diplômé, que vous obtenez le diplôme d'état d'architecte, vous êtes architecte, vous savez faire du projet. Et nous, à Paris-Belleville, notre master, il est généraliste. On ne se spécialise pas en master. Vous pouvez, les étudiants peuvent choisir de faire un projet dans le domaine du projet urbain, dans la réhabilitation, dans l'architecture rurale, dans le logement. Donc, c'est un master généraliste. Et ensuite, une fois ce diplôme d'état d'architecte obtenu, les étudiants peuvent choisir
de se spécialiser, donc soit dans un DSA, soit dans le master sinon, et ou de faire la HMONP. La HMONP, on ne l'a pas, enfin, on ne peut pas l'avoir par équivalence en ayant fait un DSA. La HMONP, c'est pour endosser la responsabilité du maître d'œuvre. Donc, c'est une formation qui est indispensable pour pouvoir signer les permis de construire et s'inscrire à l'ordre des architectes. Donc, non, c'est indépendant. On n'est pas obligé de faire les deux, mais si on souhaite se spécialiser et ensuite ouvrir son agence, il faut faire les deux. Alors, avec certains DSA, c'est cumulable. Sachant qu'il y a beaucoup d'étudiants qui commencent à travailler avec leur diplôme et qui ne passent la HMO ou qui ne s'inscrivent dans un diplôme de spécialisation que plusieurs années après. Hein. Et d'ailleurs, ça peut être très bien parce qu'ils ont déjà une première approche professionnelle forte et ça peut être très intéressant. En général, ils réussissent très bien d'ailleurs dans les deux, à la fois la HMO et la Oui. Est-ce que pour les inscriptions en équivalence, vous procédez par le même processus avec un classement? Non. Non, pour les inscriptions en équivalence, donc, je pense que vous avez pu déjà voir sur notre site internet, les dates sont différentes, hein, il faut regarder les dates précisément. Le processus de sélection se fait uniquement sur dossier, un portfolio, une lettre de motivation, vos diplômes, vos notes, des enseignements que vous avez suivis. Il n'y a pas d'entretien de sélection, c'est uniquement sur dossier. Après un master, alors normalement c'est après la licence qu'on fait le transfert. Ah oui, bien sûr. Mais là, il s'agit plus d'un transfert. C'est des inscriptions ouvertes, ça. Et la HMO, je ne l'ai pas dit, mais si vous avez le diplôme à Belleville, vous avez un droit à vous inscrire en HMO à Belleville. Non. Pour les élèves qui suivent un cursus en parallèle, par exemple, du parcours actif, il faut. Enfin, c'est pas longtemps un petit peu en parler pendant l'entretien, et je pense que c'est un élément évidemment favorable. Ça montre l'intérêt qu'il a pour ces disciplines et pour l'art, et donc ça peut être un plus. Et vous savez, en 10 minutes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Ouais. Bah, pour avoir fait les entretiens, c'est vraiment impressionnant, quoi, comme on voit des gens qui sont capables d'exprimer leur potentiel, leur envie, leur désir, et c'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas telle ou telle compétence. On cherche des gens qui seront à l'aise dans les études d'architecture parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils sont curieux. Oui. Est-ce qu'il y a un temps supplémentaire? Est-ce qu'il y a un tiers-temps? Il y a un tiers-temps dès lors qu'on a l'attestation de la médecine. Vous voulez dire pour l'entretien, peut-être? Alors, pour l'oral, on n'en fait pas. Non, pour l'oral, on n'en fait pas. Ben oui. Oui, bien sûr, on en tient compte, mais pour l'oral, on n'en fait pas. Voilà. Mais des étudiants, si c'est avec des chiffres auditifs, on en a eu plusieurs, on les accompagne, on avait des interfaces de communication pour les examens, pour certains cours, donc on a l'habitude. Voilà. Après, l'entretien, voilà, c'est 10 minutes pour tous, mais alors quand je vous dis c'est 10 minutes, voilà, c'est pas non plus. Ah oui, évidemment, dans la mesure du possible. Nous, hélas, on n'a pas de proposition de logement étudiant à proposer aux étudiants. Là, on est en train de. Il y a des chambres d'étudiants qui sont en train de se construire très près de l'école, dans
c'était une opération qui s'est faite dans le cadre de Réinventer Paris. Et l'école était partenaire du bailleur social qui a eu le concours. Et du coup, on bénéficiera de possibilités d'avoir des chambres pas loin. Enfin, ce sera quelques chambres. Ça ne résoudra pas le problème des logements de l'étudiants. Oui. Oui, ma spécialité en scénographie est destinée aux architectes qui nous intéressent et à faire ouvert à c'est un master ouvert. C'est un master ouvert. Il faut avoir un master. Il faut avoir un diplôme de cycle, mais c'est un master ouvert. On l'a fait donc avec l'école Camondo. Il y a à la fois des gens qui ont fait Camondo, des gens qui ont fait le film, des gens qui ont fait qui ont d'autres profils. Hein, nous, on s'est dit que, en fait, l'école d'architecture et les architectes avaient beaucoup de choses à dire sur ce sujet de la scénographie, de l'aménagement éphémère de l'espace, que ce soit le musée, des arts vivants, des événements commerciaux. Je pense qu'on a effectivement, cette intuition qu'on avait d'intérêt une formation sur sa généraliste sur la scénographie a été vérifiée parce que ça marche très bien. On essaie d'avoir une évaluation de cette formation excellente. Oui, c'est ouvert à des professionnels aussi qui exercent et qui veulent se former dans ce domaine-là. Donc, effectivement, c'est un bac plus 5 normalement, mais on tient compte aussi dans le processus de recrutement d'équivalence par expérience professionnelle. Oui. J'aimerais savoir à partir de quelle année les stages sont obligatoires. Il y a 3 stages obligatoires dans le cursus, 2 en master, 2 en licence, pardon. Donc un stage qui est de chantier entre la première et la deuxième année, qui dure 2 semaines. Vous avez un stage de première pratique entre la deuxième et la troisième année, un stage qui dure 4 semaines, 1 mois. Et ensuite, vous avez le stage de master qui dure 2 mois. Et vous pouvez faire d'autres stages, comme on appelle stage recommandé, si vous souhaitez faire davantage de stages dans votre cursus. Et vous avez, comme vous en a parlé tout à l'heure François Roy, la possibilité de faire une année de césure dans le cursus pour aller soit avoir une expérience professionnelle plus longue, soit faire autre chose. Et cette année de césure se développe. Elle n'est pas du tout obligatoire dans notre cycle de formation, mais on voit que les étudiants apprécient de faire une césure entre la 3e année et la 4e année. Vous avez parlé de transfert possible en fait, c'est ça. Est-ce qu'il est possible de faire des transferts entre d'autres écoles européennes? Alors, ça ne s'appelle pas des transferts, c'est une dispense partielle d'études. Donc, si vous souhaitez venir d'une autre école européenne, c'est une dispense partielle d'études. Enfin, c'est le processus qui est quasi le même, c'est-à-dire que vous devez adresser votre portfolio, votre lettre de motivation, vos relevés de notes. Bien sûr, c'est possible, mais c'est la procédure dispense partielle d'études TPE que vous trouverez sur notre site. Oui. L'usage des images pour l'entretien. L'usage des images. Alors, je vous dis, l'image, on vous la propose en tout début d'entretien, et c'est vraiment pour amorcer la discussion. Vous voyez, pour se lancer, pas de façon un peu frontale. Donc, ça permet d'introduire la discussion, et donc, vous devez parler de cette image. Vous avez 2 minutes pour un peu vous remettre les idées en place, à quoi ça vous fait penser, ce que ça vous inspire. Voilà. Et après, très vite, les enseignants vont vous parler d'autre chose. Oui, c'est vraiment un prétexte. Une entrée en matière. Prétexte de commencer à parler. Vous avez une question, s'il vous plaît? Monsieur, oui, je m'entends. Quel type d'équivalence est-ce que vous avez dans les étudiants en cursus à qui viennent chez vous? Quelqu'un ne peut pas dans la malle, des profils, des intermédiaires. Alors, ça dépend, on a différents profils. On a les
les anciens, alors je vous demande comment ça s'appelle aujourd'hui, les anciens BTS à l'espace, qui intègrent en deuxième année. On a les IUT de génie civil, on a effectivement les écoles d'ingénieurs. Alors, selon l'année, les écoles d'ingénieurs, selon l'école, ils intègrent plutôt en master. Les DUT et les BTS plutôt en deuxième année. On a les PISA-PIST. Voilà, donc, essentiellement. C'est pas l'école d'accueillir en équivalent. Ah non, 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 c'est toutes les écoles qui acceptent des étudiants en équivalence. Toutes les écoles. Que deviennent les étudiants sur le travail. Alors, bon, on n'a pas des réponses très précises, parce que nous, on remplit un certain nombre de données pour la conférence des grandes écoles à laquelle on appartient et pour le ministère, mais on n'a pas d'ailleurs, c'est un manque, on n'a pas suffisamment de personnel pour le faire, mais on n'a pas une observation assez précise du devenir des étudiants. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des associations d'anciens élèves qui maintenant commencent aussi à faire ce travail. À la fois des anciens élèves des DSA et des anciens élèves du cursus général. On travaille avec eux. Ce qu'on peut vous dire de ce qu'on sait, des enquêtes qu'on peut faire, c'est qu'en fait, les étudiants trouvent très facilement le travail et dans le domaine de l'architecture après avoir passé leur diplôme à Belleville. Ça, c'est clair. Je veux dire, je crois que le dernier chiffre, c'est autour de 80% dans les 6 mois, enfin bref, dans le domaine de l'architecture, hein, pas dans autre chose. Donc, je pense qu'il y a un très bon taux d'insertion. Voilà. Après, comme vous le savez, la situation de l'architecte n'est pas si facile, notamment au plan de la rémunération. Voilà. Mais en tout cas, je pense que globalement, je pense que dans les écoles d'architecture, il y a un bon taux d'insertion, particulièrement distant pour les écoles parisiennes et particulièrement pour les villes. Oui, ben je vous propose, s'il n'y a pas d'autres, une dernière question éventuellement, malheureusement, je vous propose de faire la visite avec les étudiants. Vraiment, faites-le, passez un moment avec eux, parce que c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Moi aussi. D'accord. Ah oui, c'est vexé, là, monsieur. Ouais, moi aussi.